Bonne année à tous. En ce premier jour de 2022, je vous propose une dose de frissons condensés dans une compilation d'histoires d'horreur, en attendant la prochaine histoire inédite qui sortira vendredi prochain. Alors prenez votre casque, éteignez les lumières et laissez-vous bercer par ces histoires. Pavel, c'est toi? Allô, tu m'entends? Oui, mais pourquoi tu m'appelles? T'es pas en Pologne? Si, c'est justement ça le problème. T'as l'air essoufflé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en forêt, elle me poursuit. Qui ça, elle? J'étais parti faire du camping avec des potes en forêt, et on a entendu des drôles de cris. On a pensé à un animal au début, mais ça ressemblait vraiment à des cris humains, des cris de vieilles femmes. Adam, un de mes potes, s'est mis à déconner en parlant d'une légende, celle de Baba Yaga. Baba Yaga? C'est quoi ça? C'est une légende slave, sur une vieille sorcière qui vit dans les bois. Bref, c'est pour les gamins. Mais il y a une putain de folle qui nous court après, là. J'essaie de me cacher. On entendait les cris se rapprocher. Soudain, il y a eu un silence, et elle a surgi. J'ai pas eu le temps de la voir. Son cri m'a terriblement effrayé. J'ai couru sans réfléchir. Mais elle avait l'air d'avoir un visage difforme. C'était horrible. Pourquoi t'appelles pas les flics? Tu parles polonais en plus. Et pour leur dire quoi? Ils vont penser à un canular. Des jeunes en forêt qui se font poursuivre par une vieille femme. Mais c'est hyper cliché ici. Et en plus, on est à je sais pas combien de kilomètres de la route. Je sais même plus où je suis exactement. Courve! C'était quoi ce cri? Je crois que c'est Lucas. Non, c'est pas possible. Je veux me barrer d'ici. Va à l'opposé des cris, continue en ligne droite. Tu finiras par tomber sur une route. La forêt a bien une fin. Mais c'est immense. Je suis au beau milieu d'une réserve naturelle. Adam, zostań tam gdzie jesteś. Już idę. Non, n'y va pas. Il est tout proche. À deux, on sera plus fort. Tak, jestem blisko od ciebie. Oh non, bordel, c'est quoi cette horreur? Oh nie, kurwa! Ona jest tam! Allô? Ça va? Putain, je l'ai vue, elle était en train d'écarteler Adam. C'était horrible. Barre-toi vite, je t'en supplie. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Je suis crevé, j'en peux plus. Cache-toi. Trouve un endroit où te camoufler. Attends, c'est bizarre. Quoi? C'est silencieux tout à coup. Pavel? Gdzie się wybierasz, kochany? O nie, proszę mnie puścić. Proszę pani. Pavel, réponds. S'il te plaît, dis-moi que ça va. Halo, kto mówi? Już idę. Quoi? Mais qui êtes-vous? 2, 3, j'arrive te chercher. Pavel? Witaj, kochany. Miło cię poznać. La première fois que je l'ai vu, c'était dans le métro. Je venais de terminer ma journée de travail. J'étais resté plus tard que d'habitude, car j'avais un dossier à terminer. Il était aux alentours de 21h. Il n'y avait presque plus personne dans les rues, et les couloirs du métro étaient encore plus vides. J'ai emprunté les escaliers pour descendre sur le quai, lorsque j'ai entendu un bruit au-dessus de moi. Je n'y ai pas prêté attention au début. Une fois arrivé en bas des escaliers, le bruit semblait se rapprocher de moi. J'ai donc regardé en l'air, mais l'obscurité ne me permettait pas de distinguer ce qui pouvait s'y cacher. Je suis allé sur le quai, en espérant que le métro allait vite arriver. Je ne me sentais pas à l'aise, seul, dans cette obscurité. Soudain, j'ai à nouveau entendu ce bruit. Ça ne venait plus d'au-dessus, mais de derrière.
Je me suis retourné, et j'ai vu que la grille d'évacuation était retombée, comme si quelque chose l'avait soulevée, et s'était échappé, la faisant retomber lourdement sur le sol. Le silence était revenu, mais lorsque je me retournai à nouveau, les bruits reprirent. Ils semblaient venir de tous les côtés, mais je ne pouvais pas voir cette chose, car quand je me tournais en direction du bruit, cela disparaissait. J'avais hâte que mon métro arrive. Ça a bien duré plusieurs minutes. Puis, j'entendis un grondement, au loin, accompagné d'un appel d'air. Le métro arrivait, et plus celui-ci s'approchait, plus les bruits se faisaient de plus en plus forts. Je n'arrêtais pas de regarder dans toutes les directions, jusqu'à ce que le métro arrive sur le quai. Je trépignais d'impatience devant les portes, attendant que celle-ci s'ouvre enfin. Puis, je bondis dans la rame. Celle-ci était heureusement vide, car je me demande ce que les gens auraient pensé de moi, en me voyant dans un tel état de panique. Les portes se sont refermées, et lorsque le métro a commencé à démarrer, je vis, sortant de la bouche d'évacuation, dont la grille s'était soulevée un peu plus tôt, une sorte d'œil, au bout d'une sorte de tentacule, semblable à un œil d'escargot, mais en beaucoup plus gros. Je n'eus pas le temps de voir tous les détails, car le métro s'engouffra dans les entrailles de la terre. Mais cette vision me laissa sous le choc. Quelle créature pouvait se cacher dans ce métro? Je n'avais jamais rien vu de semblable. Les jours qui suivaient, je m'arrangeais pour partir plus tôt, pour ne pas me retrouver seul, de peur que cette chose ne revienne. La foule me rassurait. Je savais qu'il ne m'arriverait rien au milieu de tous ces gens. Cette chose craignait d'être vue. Elle n'aurait pas pris le risque de se montrer avec autant de monde autour. Cependant, ce soir, je n'ai pas vu le temps passer. Je devais terminer une chose urgente au travail. Et lorsque j'ai regardé l'heure, il était pas loin de 22 heures. Je ne pouvais pas prendre le métro. J'ai donc décidé de faire un bout de trajet à pied et de prendre un bus un peu plus loin. Le trajet allait me prendre un peu plus de temps, mais je ne voulais pas prendre le risque de recroiser cette créature. Les rues étaient désertes, et c'est en empruntant une petite ruelle que j'ai entendu ce bruit, à nouveau. Ça semblait être dans les gouttières des immeubles. J'avais l'impression de voir des yeux sortir de celle-ci, me fixant. Mais que me voulait donc cette chose pour me suivre ainsi? J'accélérai le pas. Le bout de la ruelle n'était pas loin. Je voyais la lumière au bout. Les voitures, les gens, j'y étais presque. Bientôt elle ne pourrait plus rien. J'ai manqué de me faire écraser par une voiture. J'avais surgi de cette ruelle à une telle vitesse. Je me retournai, et c'est alors que je vis cette créature. Des dizaines d'yeux, au bout de tentacules, qui partaient d'un corps difforme, sur lequel semblait se dessiner une sorte d'orifice, avec des crocs pointus. C'était une vision d'horreur. Cette chose me traquait. Cela ne faisait plus aucun doute. Je rejoins enfin l'arrêt de bus, me croyant en sécurité, car quelques passants déambulaient encore dans cette grande avenue. Il y avait aussi plusieurs fast-food, où les gens s'agglutinaient. Ils ne pouvaient pas m'attaquer ici. Mais, en baissant les yeux vers le caniveau, où se trouvait une grille d'évacuation des eaux de pluie, il me semblait voir des yeux qui me fixaient à travers, dans l'obscurité, derrière cette grille. Ils ne cherchaient plus à se cacher de moi. Mon bus arriva. Je montai dedans et m'assis à côté d'une des fenêtres pour regarder la pluie tomber et penser à tout ça. Lorsque celui-ci s'arrêta à un feu rouge, je vis un de ses yeux apparaître et me regarder au travers de la fenêtre pour voir si j'étais encore bien dans ce bus. Il devait sûrement sortir d'une énième bouche d'évacuation qui se trouvait en contrebas dans le caniveau. Cela se produisit plusieurs fois sur la route. Je tentais même de changer de place dans le bus, mais il me retrouvait toujours. Le bus était arrivé à mon arrêt. Par chance, celui-ci était à 2 pas de mon immeuble. Je courus sous la pluie jusqu'à mon entrée et me suis réfugié dans mon appartement. Mais, en préparant le repas, j'ai entendu un bruit étrange dans les canalisations. Cette chose m'avait retrouvé. Elle savait où j'habitais. Tout au cours de la soirée, il m'a semblé être observé, mais lorsque je tournais la tête, je ne voyais rien. Cependant, je l'entends bien. Il est dans les murs. Je ne sais plus quoi faire. Je ne me sens plus en sécurité chez moi. Je n'ose pas fermer l'œil, car je l'entends qui essaie de trouver un moyen d'entrer.
Je poste mon message sur ce forum, dans l'espoir que quelqu'un à qui c'est arrivé pourra me répondre. Me dire ce que me veut cette chose, d'où elle vient, mais surtout, comment m'en débarrasser. J'ai peur de ce qui pourra m'arriver, si elle entre. Mon but n'est pas de vous faire accepter ce que je suis. Non. Mon but, oui, mon but est bien plus modeste. Je veux simplement vous faire comprendre comment je vois le monde, vous en dire plus sur mon espèce, faire tomber toutes ces croyances stupides. Peut-être qu'après, vous me haïrez encore plus. Ou alors, vous m'admirerez. Ce dont je doute cependant. Je sais qu'une question vous brûle les lèvres, même si je ne peux vous entendre. Non, je n'ai pas toujours été comme ça en effet. J'étais un simple mortel, un citoyen de la ville d'Athènes, dans cette époque qui me paraît désormais si lointaine maintenant. Cette chose nous est tombée dessus si rapidement. Tant de morts. Oui, je parle là d'une épidémie. L'Aimos, comme nous l'appelions à l'époque. Le fléau. Car nous n'avions pas d'autre mot. Ça s'est produit, selon vos historiens, entre 430 et 426 avant votre ère. Et ayant à peu près une vingtaine d'années à l'époque, je peux dire que j'approcherai, d'ici quelques décennies, les 2500 ans. Alors oui, j'en ai vu des choses. Cette épidémie a fait beaucoup de morts dans la ville. La plupart d'entre eux ne s'est jamais réveillés de leur sommeil éternel. Mais certains, je ne sais pour quelle raison, se sont réveillés. Dans mon cas, ça a dû se produire quelques heures après ma mort. Les décès étaient si importants que nous avions été entassés au même endroit. Lorsque je me suis réveillé, j'étais sous un tas de cadavres. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Mais j'ai très vite compris que je devais sortir de là. L'odeur était d'une puanteur sans nom. Et je ne vous parle pas de tout ce qui va avec. Malgré ça, la faim me tenaillait. Je devais manger, n'importe quoi, mais je devais manger. Et j'avais là toute cette nourriture, certes écœurante, mais quand on a faim, on ne fait pas le difficile. J'étais tellement faible que je ne pouvais rien mâcher. J'ai donc mordu dans un corps inerte pour en absorber le sang qui s'était coagulé au même endroit. C'était mon premier repas dans cette nouvelle vie. Je buvais comme un nouveau-né boit son premier lait. Le sang, parlons-en, c'est notre nectar. C'est ce qui nous permet de posséder une telle force et de telles aptitudes, mais surtout de rester jeune pour l'éternité. Je parle souvent de nous, en effet. Je ne suis pas le seul. Au cours de cette épidémie, j'ai rencontré d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation que moi. Et étant morts, nous ne pouvions retourner dans le monde des vivants. Alors, nous nous sommes regroupés, cachés, exilés. Nous vivions à côté des vivants, les côtoyant de temps en temps, s'en abreuvant à certains moments, les utilisant comme du bétail à notre disposition. Il arrive aussi que lors de certaines épidémies, quand les morts sont nombreux, certains renaissent en tant que vampires. Notre communauté s'est fortement agrandie durant la peste noire. Mais, au risque de vous décevoir, le mythe selon lequel un vampire peut faire d'un vivant un autre vampire est totalement faux, malheureusement pour vous. Il semble que ce soit à la nature de décider d'elle-même. Si nous mordons un vivant, ce n'est juste que pour nous nourrir, rien d'autre. Inutile aussi, crucifix, eau bénite, pieux, balle en argent. Tout ceci ne sont que des superstitions, issues du Moyen-Âge et de sa folie religieuse. Folie qui a cependant tué un certain nombre d'innocents au passage. Quelle ironie!
Un pieu dans le cœur est tout aussi inefficace. Car nos os ont acquis une telle dureté qu'il faudrait une force surhumaine pour les briser. Et quand bien même, le pieu serait expulsé avant même d'avoir atteint le cœur, étant donné qu'une simple plaie ne met que quelques secondes à cicatriser. Le soleil non plus. Il ne fait que révéler notre blancheur. C'est pourquoi nous l'évitons. Mais sa lueur ne nous fait rien, même pas un coup de soleil. Je ne dis pas que nous sommes impossibles à tuer. Je dis juste que nos aptitudes nous ont permis de survivre à tout ce que les vivants ont pu trouver pour nous exterminer. Vous manquez d'originalité, mais je ne vais pas vous dévoiler tous nos secrets. Voilà, vous savez désormais pourquoi vous êtes ici, dans mon garde-manger. Et si je suis descendu vous voir, ce n'est pas uniquement pour vous raconter mon histoire, mais il est 5 heures du matin et j'ai un petit creux. Non, pas encore prêt. Encore trop effrayé. Cette rage, toute cette force, je vais te garder pour une grande occasion. Oh oui, toi, ça sera parfait. Vous savez ce qu'est une planche Ouija? Oh, c'est pas bien compliqué. Il s'agit d'une planche de bois sur laquelle est inscrit l'alphabet, des chiffres, et qui sert à communiquer avec l'autre monde, celui des morts, mais aussi des démons et des esprits frappeurs. La communication se fait à l'aide d'une goutte, une sorte d'objet en bois représentant un curseur, qui se déplace de lettre en lettre pour former des phrases. Je vais vous partager mon expérience qui, dans mon cas, a été très bénéfique. Tout a commencé il y a 3 nuits. Est-ce qu'il y a un esprit dans cette pièce qui souhaite communiquer? N'ayez pas peur. Il suffit de bouger la goutte vers le oui pour m'indiquer votre présence. Il vous suffit de vous en approcher, de la faire glisser. Ça présente aucun danger pour vous. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec moi? Si oui, pourriez-vous déplacer la goutte vers le oui, s'il vous plaît? Oui. Oh. Très bien. Comment vous appelez-vous? Bougez la goutte sur les lettres pour m'indiquer votre nom. T. O. B. I. A. S. Tobias, c'est bien ça? Ok. Tu peux me dire ce que ça fait d'être dans l'autre monde? C'est comment? F. R. O. I. D. E. T. Froid. Et. S. O. M. B. R. E. Froid et sombre. Es-tu conscient d'être mort, Tobias? Tobias? Est-ce que t'es toujours là? Est-ce que tu peux me faire un signe, bouger la goutte? Tobias? Je crois qu'il est parti. La première séance a été brève, mais éprouvante. Mais le principal était que j'avais réussi à établir le contact. Je n'allais pas en rester là. J'étais déterminé à aller plus loin. Et l'occasion s'est présentée d'elle-même la nuit suivante. Est-ce que quelqu'un est là avec moi et souhaite communiquer? Si c'est le cas, pourriez-vous déplacer la goutte sur le oui, s'il vous plaît? Ouais, super. Bon, comment vous appelez-vous? T. O. B. I.
Toby? Tobias? On s'est déjà parlé hier, c'est ça? Oui. Génial. On peut reprendre notre conversation d'hier, si ça te dérange pas? Oui. D'accord. Je te demandais si tu avais conscience de ne plus appartenir au monde des vivants. Oui. Et tu peux me dire comment t'es mort? Non. C'est difficile d'en parler? Ou tu t'en souviens plus? Toby, c'est toi qui as fait ça? Oui? Pourquoi t'es énervé? F O R C E. La force? Tu veux me montrer ce dont t'es capable, c'est ça? Oui. Bon, très bien. Tu peux fermer cette porte, s'il te plaît? Toby, la porte ne bouge pas. C'est trop lourd, peut-être. Sinon, je sais pas, fais bouger... Ah, oui, le lustre, ouais. C'est toi? Tu peux bouger quoi d'autre? Ok, là c'est impressionnant. Tu peux arrêter, c'est bon. C'est bon, Toby, on s'arrête là pour ce soir, d'accord? Toby, ça ne m'amuse plus. Je mets fin à la séance, on reparle demain si tu veux. Au revoir. Cette deuxième séance avait été géniale. Les choses prenaient une toute autre dimension. J'ignorais à quel point cette planche de bois pouvait générer un tel lien entre les deux mondes. J'avais vraiment hâte de voir ce que me réservait la prochaine séance. Et je n'allais pas être déçu. Tobias, est-ce que t'es là? Tobias? J'espère que ça t'a pas trop fatigué notre séance d'hier. Et que je t'ai pas vexé, mais j'ai eu un peu peur. Bon, si Toby n'est pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec moi? Oui, ok. Quel est votre nom? T... O... I... Quoi? Toby, c'est toi? Je crois que t'as oublié le B. Non? Comment ça, je comprends pas. J... E... S... U... I... S... Je suis... T... O... I... Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis... Je suis quoi? Je suis... Ah. Je suis toi. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans un corps après tout ce temps. Oh quoi, ne faites pas les étonner. Je vous avais bien dit que cette expérience m'avait été très bénéfique. J'étais le grand prêtre d'Amon-Ra. On m'appelait Kansumabi. J'ai passé ma vie à servir les dieux, dirigeant les plus belles cérémonies en leur honneur. Toute mon existence a été dévouée au culte, au pharaon et à mes fidèles. Mais cette vie, si bien réglée, allait se trouver entièrement chamboulée par un événement pourtant si anodin au premier abord. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais je crois que la première fois que je l'ai vu, il était en train de mendier à la sortie du temple, assis par terre, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux, ouvertes vers le ciel, demandant aumône et charité. Son visage était caché sous un morceau d'étoffe qui lui servait de vêtement, mais il semblait bien maigre. Cet homme ne devait pas avoir mangé depuis plusieurs jours. Je lui donnais tout naturellement un gros morceau de pain, 2 grenades et une gourde remplie d'eau qui se trouvait dans ma sacoche. C'était là une partie de mon repas du soir, mais ce pauvre homme en avait bien plus besoin que moi.
Je ne l'ai pas revu pendant plusieurs jours. Puis, un soir, il était de nouveau assis en bas des marches du temple, dans la même position que la dernière fois. Je lui donnai alors une partie de mon repas que je portais sur moi, me montrant même plus généreux que la fois précédente. Cet homme me faisait peine à voir. Les étoffes qui le recouvraient empestaient la saleté et s'effilochaient par endroits. Il revint plusieurs fois, de façon régulière et, comme à mon habitude, je lui donnais toujours la charité, comme il se devait. Un soir, cependant, ma curiosité était telle que je me sentis obligé d'entamer la conversation en lui demandant qui il était. Ce qu'il me répondit me laissa interrogatif. « J'étais un proche du roi Raotpo, son trésorier. » Le pauvre homme devait avoir perdu la tête. Je ne connaissais aucun pharaon de ce nom. Et un homme aussi proche de la royauté n'aurait jamais pu tomber dans une telle décadence. Mais aussi fou qu'il était, cela ne lui enlevait pas le droit de vivre. Sans répondre, je lui donnai donc sa ration, avant de partir rejoindre ma maison. Rentré chez moi, je m'installai pour manger. Le repas fut léger et rapide, car j'avais donné la plus grande partie à ce mendiant. Mais la satisfaction d'avoir aidé un homme en détresse était plus forte que la faim. J'allais me coucher, le cœur léger. Ma paix intérieure contrastait avec le vent qui soufflait rudement à l'extérieur. Je fermais les yeux, écoutais ma respiration afin de trouver le sommeil. C'est alors que j'entendis 2 grands coups. Quelqu'un frappait à ma porte. Qui cela pouvait-il bien être à une heure si avancée de la nuit? Je me levai et allai voir. Mais lorsque j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. J'avais sûrement dû rêver, ou une rafale de vent avait peut-être fait bouger la porte. Je m'apprêtais à aller me recoucher, quand les coups reprirent à nouveau. Mais lorsque j'ouvrais la porte, il n'y avait personne. Je mis un petit meuble contre la porte pour l'empêcher de claquer sous l'effet du vent et retournai dans mon lit. Une fois allongé, mon regard fut attiré dans l'obscurité par un coin de la pièce. Il semblait s'y dessiner une silhouette. Je ne rêvais pas. La silhouette avait la forme de ce mendiant. Il se tenait assis, jambes croisées, et les mains posées sur ses genoux. Je ne sais par quel moyen il avait pu rentrer. Il m'avait suivi jusqu'à chez moi et attendait patiemment. Je pensais d'abord qu'il voulait me voler, moi qui lui avais donné la charité. D'un ton calme, je lui demandai à nouveau qui il était. Et là, sa réponse fut beaucoup plus complète que la dernière fois. J'étais un proche du roi Rahotpu. Puis, un jour de l'an 14, pendant les mois de Shomu, du roi Manhapuriya, je suis passé devant les gens et à la suite des dieux. Je suis mort paisiblement dans mon sommeil à un âge avancé. On m'a alors fait 4 enveloppes et placé dans un sarcophage d'albâtre à l'intérieur d'un tombeau qui contenait toutes les offrandes dont j'aurais eu besoin pour passer dans l'autre monde. Mais mon âme ne peut rejoindre le repos éternel. Mon cœur n'a pas été placé dans mon tombeau. J'approchai une bougie de son visage et je vis que le visage de cet homme si maigre n'était pas recouvert de peau, mais de bandages. C'était une momie. Je n'avais pas peur. Cet homme semblait si affaibli et fatigué. Il ne demandait qu'à aspirer au repos éternel. Il me raconta son histoire, qu'il s'était réveillé dans ce sarcophage, se demandant ce qui lui arrivait, pourquoi il n'avait pas pu traverser le Nil, que son cœur était absent de sa tombe et qu'il n'avait donc pas pu être pesé, afin de savoir si son âme était digne de rejoindre les dieux. Il eut toutes les peines du monde à sortir de son lourd sarcophage, et, une fois sorti, il a passé des heures à chercher le vase canope qui contenait son cœur, en vain.
Voyant que son cœur manquait, il partit sur les routes afin de demander de l'aide à quiconque voudrait bien l'écouter. Mais il m'avoua que j'avais été le seul à lui adresser la parole depuis tout ce temps. Il sillonnait le pays de ville en ville depuis des siècles, sans avoir pu trouver une âme assez charitable pour prêter attention à lui. Il me proposa de l'accompagner à son tombeau, afin de voir si je pouvais trouver un indice qui indiquerait où se trouvait son cœur. Sa lecture des hiéroglyphes était limitée au nécessaire pour comprendre ce dont il avait besoin lorsqu'il était trésorier. La compréhension des textes sacrés lui était trop obscure. Je lui donnai rendez-vous le lendemain, en fin de journée, devant le temple, le temps de me faire remplacer lors de mon absence, prétextant au roi une affaire personnelle à régler pour quelques jours. Nous sommes partis de nuit pour ne pas nous faire remarquer et avons marché ainsi durant une nuit et un jour. Puis, il me montrait une sorte d'ouverture dans le sol, au beau milieu du désert, me disant que c'était la tombe de ce fameux roi, Rahotpu, et que sa tombe se trouvait dans une chambre voisine. J'allumai une torche, puis nous pénétrâmes dans la tombe, la momie me montrant le chemin vers son sarcophage. La pièce où il se trouvait était très étroite. Il y avait bien les vases canopes, mais il manquait celui correspondant au cœur. Il y avait plusieurs papyrus regroupés au pied du sarcophage. J'en pris un et commençai la lecture à la recherche d'un indice qui expliquerait pourquoi son cœur était absent, ou plutôt, où l'embaumement avait été réalisé, ce qui aurait indiqué une piste où chercher. Mais, au fil de la lecture du papyrus, je fus interpellé par un style tout à fait inhabituel à ce qui peut se trouver dans une tombe. Les écrits faisaient état d'un trésorier qui aurait commis un régicide et aurait été exécuté, puis placé aux côtés du roi pour entretenir sa tombe pour l'éternité. Je levai les yeux vers les fresques murales qui, au lieu de dessiner des instructions destinées aux défunts pour l'aider à se rendre dans l'autre monde, décrivaient la vie de cet homme ainsi que le meurtre que celui-ci avait commis sur son pharaon. Je me retournai vers la momie afin d'obtenir des réponses, pensant que nous n'étions pas dans la bonne chambre funéraire. Mais je vis que celle-ci tenait un poignard, qu'elle m'enfonça dans mon poumon droit, ne me laissant pas le temps de réagir. Aussitôt, je me mis à suffoquer, le sang remplissant mon poumon. Durant tout le temps où je me noyais dans mon propre sang, je sentais la lame du poignard m'ouvrir le torse et la main de la momie plonger à l'intérieur pour y retirer mon cœur qui battait encore. J'eus le temps de la voir sortir un vase canope dessous son étoffe pour y placer mon cœur avant que l'obscurité remplisse mon regard. N'ayant pu recevoir un embaumement, mon corps s'est dégradé et mon âme se perd désormais dans les limbes. Ce criminel a volé mon cœur pur pour l'y placer dans un vase canope et s'en est sûrement servi pour tromper les dieux. J'espère que ceux-ci ne seront pas dupes et verront la supercherie. Quant à moi, je ne peux prétendre à rejoindre les dieux que j'ai vénérés toute ma vie. Quel cruel châtiment pour un homme si dévoué de finir en pénitence éternelle dans le néant. J'étais allé boire un verre en ville, dans un bar à 2 pas de chez moi. Étrangement, il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir-là. Je me suis assis au comptoir et j'ai demandé une bière. Un homme qui se tenait à mes côtés engagea la parole et m'a proposé un pari. « Bonsoir, jeune homme. As-tu envie de devenir riche ce soir? Si tu gagnes ce pari, je te donnerai tout ce que je possède. » Cet homme était sorti de nulle part et semblait tellement pauvre que je me demandais quelle richesse il pouvait bien avoir. Je bus une gorgée avant de lui répondre sur un ton amusé. « Je m'en voudrais de dépouiller un pauvre homme. Ne peut-on pas parier sur la prochaine bière plutôt ?» C'est alors qu'il me montra une montre en or à son poignet, m'assurant qu'il possédait encore bien plus. Mais je lui répondis que dans ce cas, si je perdais, je n'avais rien à lui offrir de précieux. « Ne sois pas si modeste. Nous possédons tous des richesses. Si je gagne ce pari, je m'engage à prendre une chose que tu portes en ce moment.
Et rien qu'une seule. N'ayant très peu de monnaie dans mon portefeuille et aucun bijou de valeur, je n'avais aucun risque à accepter son pari. Une fois accepté, il sortit une pièce de sa poche. Elle semblait très ancienne et précieuse elle aussi. Puis il me dit: Pile, je gagne. Face, tu perds. J'avais vu le coup venir. Cette technique était vieille comme le monde et très efficace pour gagner un pari. Dans les deux cas, l'autre gagne. Peu importe que la pièce tombe sur pile ou face. Je lui ai fait remarquer sa tricherie et d'un air renfrogné, il me laissa choisir le côté gagnant de la pièce. Il m'a même laissé lancer la pièce et la rattraper afin de m'assurer qu'il ne cherchait pas à me jouer un mauvais tour. J'ai choisi le côté face, celui qui me portait toujours chance. J'ai lancé la pièce en l'air et je l'ai rattrapée dans ma main. Mais lorsque je l'ouvris, la pièce était sur pile. Bon joueur, je lui ai dit qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait, en lui montrant le contenu de mon portefeuille. Mais il me repoussa la main, me disant de garder mon argent. Et puis, il s'est levé et il est parti. La pièce du pari se trouvait toujours dans ma main. Je me suis retourné pour la lui redonner, mais il n'était plus là. Je n'avais même pas entendu la porte claquer. Je me suis retourné vers ma bière, et je sais pas pourquoi. Je me suis mis à jouer, à faire glisser la pièce entre mes doigts. Et je me suis aperçu que la pièce avait deux côtés pile. Il m'avait encore eu, ce vieil arnaqueur. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait autant gagner, alors qu'il m'avait rien pris? J'étais loin de m'imaginer à quel point cette rencontre allait être des plus étranges. Au bout de quelques minutes, j'ai décidé de rentrer. Je suis sorti du bar et je me suis dirigé vers mon quartier. Je suis arrivé dans ma rue, qui, elle aussi, était inhabituellement calme et déserte, comme figée dans le temps. C'est alors qu'approchant la porte de mon immeuble, j'ai vu une silhouette dans un coin. Une silhouette qui me semblait familière. L'homme que j'avais rencontré au bar m'attendait à la porte de mon immeuble. Mais comment pouvait-il savoir où j'habitais? Lorsque je suis passé à côté de lui, il m'a dit une chose. Je viendrai chercher mon dû, le moment venu. Je me suis précipité dans le hall et j'ai refermé la porte derrière moi. Je regrettais déjà d'avoir parlé à ce vieux fou dans ce bar. Et je comptais plus le fréquenter pendant un moment. Je tenais plus à voir cet homme. Une fois rentré chez moi, j'ai fermé la porte à clé et je me suis affalé sur le lit pour tomber instantanément dans un sommeil profond. L'instant d'après, je me suis retrouvé dans un endroit angoissant. Il y avait un pont sans fin qui traversait une sorte de marais. Au bout d'un moment, j'ai vu une silhouette se dessiner au loin. Puis, elle semblait se rapprocher, petit à petit. J'arrive. C'était lui, encore cet homme. Je savais que j'étais en train de rêver, mais j'arrivais pas à me réveiller. J'arrive. J'étais pas dans un rêve. Le décor était surréaliste, mais une sensation me faisait dire que cet homme était bien là. Et il se rapprochait, alors que j'étais paralysé. Je suis bientôt là. Je ne pouvais pas me retourner, et encore moins courir pour m'enfuir loin de lui. Alors, es-tu prêt? Prêt pour quoi, pensais-je. Mais il me laissa pas le temps d'ouvrir la bouche, qu'il me répondit aussitôt, comme s'il avait lu dans mes pensées. Je suis venu chercher ce qui m'est dû. En tant qu'honnête homme, je viens prendre simplement une chose que tu portes en ce moment, comme je te l'ai dit plus tôt. Rappelle-toi, nous avons passé un pari. Mais avant, je vais te raconter mon histoire. Mon nom est Jack, et il y a quelques années, j'ai passé un accord avec le diable. Mon âme en échange d'un dernier verre. Même me croyant plus rusé que le malin en personne, j'ai réussi à le duper et à le faire jurer de ne jamais prendre mon âme. Cependant, à l'heure de ma mort, ne pouvant aller au paradis, car ayant joué avec le diable, et celui-ci ne voulant plus de moi en enfer, je me retrouve aéré, tel un fantôme,
Je peux cependant tenter de voler le corps d'un mortel innocent en l'incitant à faire un pari avec moi. Pari qu'il perdra à coup sûr, comme ça a été le cas pour toi. Tu t'es fait duper par Jack O'Lantern, le roi de l'entourloupe. Tu devrais voir ça comme un honneur. Il sortit une lanterne de son manteau et aspirait mon âme à l'intérieur avant de prendre possession de mon corps. Mais ce bon vieux Jack est tout de même fair-play. Ce soir, il m'a donné l'occasion de sortir de sa lanterne pour aller duper quelqu'un à mon tour et prendre possession de son corps. Alors, on lance les paris. Pile, je gagne. Face, tu perds. De quoi avez-vous peur? Je veux dire, ce qui vous fait vraiment peur, au plus profond de vous. Du monstre qui se cache sous votre lit, ou dans le placard, ou celui qui vous regarde en ce moment par la fenêtre. Non, ce ne sont que des créations de votre imagination. Ce dont vous avez vraiment peur se cache bien plus profond. Il est là, mais vous l'avez ignoré avec le temps. Il est caché derrière tous ces monstres qui vous angoissent, comme cette peluche, si innocente, mais qui vous regarde dormir, et que vous retournez, sans aucune raison, pour ne plus voir son regard. Il est dans ces petits bruits de craquement que vous entendez le soir quand vous vous endormez, dans cette respiration qui n'est pas la vôtre. Il est dans cette impression que quelque chose vous touche le bras ou l'épaule, alors qu'il n'y a rien quand vous vous retournez. Mais tout ceci n'est que le fruit de votre imagination, encore une fois. Il est celui qui vous suit le soir dans l'obscurité d'une ruelle sombre, et qui se tient, invisible, dans la salle à manger une fois que vous êtes rentré. Puis, qui vous regarde dormir, se tenant debout devant votre lit, en silence. Vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il est là. Existe-t-il vraiment ? Non, c'est impossible. Il est celui qui déplace des objets dans votre maison. Vous jurez avoir mis une chose à un endroit, alors qu'elle se trouve ailleurs en réalité. Mais vous vous dites là encore que c'est votre imagination, que vous l'avez déplacée sans faire attention. Il est cette voix que vous pensez avoir entendue dans une autre pièce. Non, ça devait être un chat dans la rue. Mais alors, comment expliquer ce cri à côté de vous, quand vous vous endormez? Ah oui, il est normal d'avoir des hallucinations avant de s'assoupir. Ce moment où le conscient et l'inconscient ne font plus qu'un, sans aucune frontière. Oui, toutes ces impressions, ces sensations, ces hallucinations sont le produit de votre imagination. Après tout, si cela n'était pas le cas, pourquoi chercherait-il à vous faire peur au lieu de vous attaquer directement? Oui, ce n'est pas rationnel. Un démon ne jouerait pas à vous terroriser avant de prendre votre âme. Tout comme un chat ne joue pas des heures avec sa proie avant de la dévorer. Alors rassurez-vous, vous ne craignez probablement rien, à moins que... Nous étions partis dans la matinée, et alors que le soleil commençait à se coucher, nous pouvions enfin voir les sommets enneigés des Alpes. Nous avions encore un peu de route à faire pour atteindre ce petit village de montagne. La route se faisait de plus en plus étroite, et la neige commençait à tomber en même temps que la nuit arrivait. Je n'étais pas rassuré de conduire à flanc de montagne dans ces conditions. Nous sommes arrivés au village vers 18h. Les illuminations de Noël donnaient à cette nuit un aspect magique et merveilleux, bien loin de cette route angoissante que je venais d'emprunter. Le village étant ancien et entièrement piéton, nous avons garé la voiture à l'entrée et avons continué à pied jusqu'au gîte, en passant par de charmantes petites ruelles. La personne qui s'occupait du gîte nous accueillit très chaleureusement, nous proposant un vin chaud pour nous réchauffer au coin du feu, qui crépitait dans la cheminée, avant de partir voir le marché de Noël.
Ce n'était pas de refus de nous octroyer un moment de répit, après cette journée passée sur la route, qui nous avait tous fatigués. Nous étions 4 amis d'enfance qui avaient décidé de se retrouver le soir de Noël. Julien était le plus ancien de mes amis. Je l'avais connu à la maternelle. Nous avions passé toute notre scolarité ensemble, jusqu'au lycée. Nous avons rencontré Lucie et Audrey lorsque nous sommes arrivés au collège. Une fois le lycée terminé, nous sommes partis chacun de notre côté faire nos études, mais sommes toujours restés en contact. C'est pourquoi ces vacances étaient l'occasion de nous retrouver et d'échanger nos premières impressions sur notre nouvelle vie d'étudiant. C'est Audrey qui a trouvé notre destination. Un petit village, perdu au beau milieu du massif alpin. Nous avions prévu d'y rester une bonne partie des vacances, afin de fêter Noël et la nouvelle année, bien loin des grandes villes. Après avoir bu notre verre de vin chaud, nous avons posé nos affaires dans nos chambres et sommes partis faire un tour dans ce petit village. Il n'y avait qu'une place principale sur laquelle se trouvait un petit marché de Noël, avec quelques chalets, où on pouvait déguster des produits locaux, principalement de l'alcool, de la charcuterie et des fromages. Après une petite dégustation et quelques photos souvenirs prises avec nos téléphones portables, nous étions fin prêts pour passer au repas. Nous sommes retournés au gîte pour déguster une bonne raclette. Durant tout le repas, nous nous sommes racontés nos souvenirs, passant d'anecdote en anecdote pour nous remémorer ces bons moments qui ont forgé notre amitié. Sur les conseils de la personne à qui nous avions loué le gîte, nous avons décidé de conclure notre soirée par une traditionnelle messe de minuit. Repus de ce festin qui nous avait bien réchauffés, nous avons enfilé nos manteaux pour sortir en direction de l'église. Curieusement, les lumières de Noël étaient éteintes et une légère brume s'était levée. Les ruelles n'étaient éclairées que par des lanternes, dans lesquelles la lueur des bougies vacillait. Je ne les avais pas remarquées lors de notre arrivée. Elles devaient être noyées sous les lumières de Noël qui illuminaient le village. Arrivés devant l'église qui se trouvait non loin du marché de Noël, qui était désormais fermé, nous entendîmes des murmures à l'intérieur. J'étais surpris de voir que la messe avait déjà commencé. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur, sans faire trop de bruit, pour ne pas nous faire remarquer. Puis nous nous sommes assis sur un banc, juste à côté de l'entrée. Quelque chose n'allait pas avec cette messe de Noël, et je l'ai remarqué tout de suite. Je ne suis pas familier avec ce genre de choses, mais ça ne ressemblait en rien à une messe. Il n'y avait ni chant, ni lecture sainte, juste des murmures dans un charabia général incompréhensible. C'est comme si toutes les personnes installées dans cette église récitaient une incantation dans une langue inconnue. L'ambiance était plus qu'effrayante, et je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de cette église et de retourner au gîte. Je regardais mes amis qui ne semblaient pas à l'aise non plus. Puis d'un commun accord, on s'est dirigé vers la sortie. C'est alors qu'une vieille dame, assise près de la porte, m'agrippa le bras alors que j'allais saisir la poignée pour sortir et me dit « Ne sortez pas, il vous prendra dans la brume !» Sa voix me glaça le sang, et malgré son avertissement, cela me donnait encore plus envie de sortir de cet endroit macabre. Je la repoussai vivement et sortis de l'église, suivi par mes amis. La neige s'était mise à tomber, et la brume s'était épaissie. On y voyait de moins en moins. Nous avons tenté de reprendre la route du gîte, mais nous ne savions plus où nous étions. Les ruelles nous paraissaient inconnues. Elles se ressemblaient toutes, et toutes les maisons étaient vides. Aucune lumière ne brillait à l'intérieur, et nous avions beau tenter de frapper à quelques portes, nos appels restaient sans réponse. C'est comme si tout le village s'était endormi. Nous commencions à perdre espoir, lorsqu'au bout d'une ruelle, on vit les lumières du marché de Noël. Nous avions tourné en rond pour revenir sur la place. Mais notre soulagement fut de courte durée. Les gens qui étaient dans l'église étaient désormais à l'extérieur, nous fixant et se dirigeant vers nous. La vieille dame qui m'avait agrippé le bras était en avant du cortège et nous ordonna de revenir. « Ne bougez plus, mes enfants! Vous devez venir à l'intérieur avec nous. Il nous prendra tous si nous restons dehors. » C'est alors que je vis un corps immense et difforme sortir de la brume et agripper un des hommes qui se tenait devant nous, avant de l'écarteler et de le faire disparaître avec lui dans la brume, sous des cris de douleur. À ce moment-là, nous n'avons pas réfléchi et avons couru vers l'attroupement des villageois, qui se tenaient sur le parvis de l'église, pour nous réfugier à l'intérieur. Ils nous ont ensuite expliqué que le village était maudit, car le Krampus,
Comme il disait, il y avait élu domicile, il y a de ça plusieurs siècles. Nous étions sous le choc, écoutant ces paroles. L'un d'eux nous apporta chacun un verre de vin chaud, que nous avons bu d'une seule traite pour nous réchauffer. Mais une sensation étrange nous parcourut le corps. Nous étions comme engourdis. Je lâchai mon verre, ma vision s'obscurcit, et je vis cette vieille dame nous dire, à moi et à mes amis qui étions à terre: « Ne vous en faites pas, les calmants vont faire effet. Vous ne sentirez rien quand il vous prendra. C'est le prix à payer, si nous voulons sortir un jour. » Puis ce fut le noir complet. Lorsque j'ouvris les yeux à nouveau, j'étais allongé sur le parvis de l'église, face à la place qui était toujours illuminée. La neige tombait toujours et avait commencé à me recouvrir légèrement. Mes amis étaient à côté et étaient encore inconscients. J'essayais de les réveiller, en vain. C'est alors que je sentis l'air chaud venant de derrière moi. Je pensais tout d'abord que les villageois, pris de remords, avaient rouvert la porte de l'église, mais il n'en était rien. Ce même être horrible se tenait à nouveau devant le parvis et était prêt à me saisir. J'esquivai son geste et vis une surprise mêlée à de la colère dans ses yeux. Je courus le plus vite possible vers une ruelle pour m'enfuir, laissant mes amis derrière moi, en espérant qu'il ne leur ferait rien, bien que je savais qu'en les abandonnant, je les laissais aux griffes de ce monstre et que leur chance de s'en sortir était nulle. Je déambulais dans les ruelles, à la recherche du gîte, en tentant de me repérer mieux que la dernière fois. Mais je me perdis rapidement dans ces dédales sombres. Je commençais à perdre espoir, quand j'entendis Audrey m'appeler. « Greg, t'es là? Je crois qu'il les a eus. J'ai pu m'enfuir à temps. Faut qu'on s'en aille. » Je tentais de suivre sa voix, mais à chaque détour de ruelle, elle semblait à l'autre bout. « Greg, par ici! Dépêche-toi !» J'avais encore atteint le bout d'une ruelle, mais sa voix s'éloignait à nouveau. « Greg !» Je continuai de la suivre et finis par tomber à nouveau sur la place. C'est alors que j'entendis des rires. Et vis ce monstre, avec mes amis à ses pieds, me parler avec sa voix. « C'est bien, Greg. Tu m'as trouvé. Il ne manquait plus que toi. » Ce monstre avait pris la voix d'Audrey et m'avait piégé. Je m'apprêtais à fuir de nouveau, lorsqu'une révélation me vint. Cette abomination aurait pu me tuer n'importe quand dans ces ruelles. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi m'a-t-il fait venir ici, devant le parvis? Il devait y avoir quelque chose qui l'empêchait de sortir ou d'attaquer hors de cette place. Me voyant hésiter, il sembla comprendre mes pensées et entra dans une rage, poussant un cri qui résonna dans tout le village. Je me retournai et m'engouffrai à nouveau dans ces ruelles sombres, mais cette fois-ci, sans la crainte qu'il m'arrive quelque chose. Au bout de plusieurs détours, je finis par tomber finalement sur l'entrée du village, où était garée notre voiture. C'est alors que j'entendis le monstre hurler au loin. « À l'année prochaine, mon garçon. Je t'attendrai lorsque tu reviendras chercher tes amis. » Sur ces paroles, je m'empressai d'ouvrir la portière et de démarrer la voiture pour rejoindre la ville en contrebas. J'atteignis la ville au bout d'une vingtaine de minutes et me rendis au commissariat pour expliquer que mes amis étaient faits prisonniers par un groupe de villageois illuminés, en prenant soin de ne pas leur parler de ce monstre, afin qu'ils ne me prennent pas pour un fou. Cependant, l'agent de police eut un regard incrédule et me dit: « Vous devez faire erreur, monsieur. Le village dont vous parlez a disparu il y a plus de 100 ans, lors d'un glissement de terrain. Vous n'avez pas pu y aller. Il ne reste pratiquement plus rien, et à cette époque, il est entièrement recouvert de neige. » J'étais sous le choc. Je ne comprenais plus rien. Mais je savais que mes amis s'y trouvaient toujours, et que ce monstre m'attendait. Je suis bien décidé à y retourner à Noël prochain, et je ramènerai mes amis avec moi cette fois-ci.